Moi je trouve que le graffiti c'est très romantique, il y a un côté vachement romantique dedans. Parce que voilà, marquer son nom ou vouloir montrer qu'on existe à des gens que tu connais pas, il y a une sorte de romantisme. Le graffeur ou le tagueur va dire je fais le truc là, que ça plaise ou que ça plaise pas, que ça réagisse ou ça réagisse pas, j'en ai rien à foutre. Les gens, tu vas peindre dans la rue sur un mur, ils vont se prendre la tête, ils vont dire ouais mais tu peins, c'est interdit, c'est pas bien. Jamais personne va aller voir des gens qui construisent un rond-point, à savoir si ça a été fait légalement, comment ont été choisis les budgets, comment l'argent est dépensé et tout. Et est-ce que quand la ville de Rennes ou Blo Immobilier construit un immeuble gris anthracite, est-ce que pour moi, est-ce qu'ils respectent les gens, est-ce qu'ils respectent la ville ou la nature ? L'institutionnalisation du hacking urbain, d'employer les mêmes médiums, des affiches illégales ou des choses comme ça. Là, je trouve plus que voilà, ça, là, c'est une réappropriation. Je trouve ça un petit peu abusé. Après, ça, on va dire, c'est aussi une façon aussi de reconnaître le génie justement des hackers urbains ou de certains graffeurs. Moi, ça me gêne pas. On va dire que tout ça, ça fait pas. C'est assez logique en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui invente un nouveau mouvement ou qui a une pratique, c'est obligé d'être récupéré par les institutions. C'est la logique, ça a toujours été comme ça. Comment tu peux faire une différence entre le légal et l'illégal? Pour nous, c'était ça le premier truc du dispositif grave, c'était de dire il faut qu'il y ait une séparation entre le légal et l'illégal. Aujourd'hui, il y a un artiste rennais qui est mis en avant, qui s'appelle War. Ses peintures elles sont illégales. Moi, quand je parle de ça avec des enfants, je leur montre un graphe légal et un graphe de War illégal, et je lui dis, mais c'est quoi la différence? Et est-ce que ça c'est beau en sachant que c'est fait illégalement? Mon nom d'artiste c'est Mia, je fais partie de l'association Azaru. Donc c'est une association qui a été créée pour venir en soutien au réseau urbain d'expression. C'est un réseau qui existe sur Rennes qui fait un peu la promotion et qui fait vivre l'art urbain au niveau de la ville, au niveau des politiques villes. Et donc ils avaient besoin d'artistes qui étaient prêts à prendre des missions en bénévolat pour les soutenir pour de l'expertise, pour de la mise en place de projets, pour avoir un peu des mecs de terrain. Et puis nous ça nous branchait bien, donc on a mis en place une convention avec eux et du coup depuis on travaille en partenariat avec eux pour faire vivre un peu tout ça, quoi. Il y a un côté défi aussi dans le tag. Pour les endroits où c'est fait et tout ça, tu vois, donc ça grince avec l'institution, c'est des choses qui vont pas ensemble. Tu as un espace de vie, c'est le même que le vôtre,
On vit tous dans le... Tu vois, quand tu habites Sainte-Anne, tu habites Sainte-Anne. Quand tu habites le quartier Brétigny, tu habites le quartier Brétigny. On vit tous dans ce truc-là. C'est là où on vit, on choisit pas vraiment. Puis des fois, c'est moche, des fois, c'est bétonné, des fois, ça reste en chantier 6 ans. Bah, tu peux toujours fantasmer des endroits merveilleux. Et puis, mais chez toi, c'est naze, tu vois, c'est moche. Par rapport à cette vague de normalisation, de pragmatisme pour la création, c'est-à-dire aucune vision à long terme de la construction pour gérer le flux direct, de l'urbanisme fait par des gens qui prennent pas le temps d'avoir du cœur. Je dis pas qu'ils en ont pas, mais qui oublient d'avoir du cœur. Ça te donne des étendues horribles. C'est les lotissements à l'infini, tu vois, des maisons qui sont toutes les mêmes. Au niveau de la vie, tout est clonique, tu vois. Donc le fait de marquer les endroits comme ça, de réenchanter certains lieux pourris en leur donnant un peu d'identité, d'impliquer les gens autour et tout, tu recrées des mini vies de village en fait. Les gens qui habitent dans le quartier, tu les consultes, tu leur en parles, tu les impliques. Ça recrée une vie de quartier, ça recrée de l'identité et ça se symbolise par une peinture. Alors tu as des gens qui vivent ça, qui vivent mal, qui savaient pas et bah, quand on les a rencontrés les premières fois, on a vu l'effet que ça a eu et ça te motive de ouf en fait. Des gens qui viennent te remercier, des anciens, des mamans, des cadres supérieurs, des clodos qui viennent te dire putain c'est trop bien, merci, j'habite là, ça me faisait chier, là vous avez fait un truc bien, c'est cool quoi. T'as envie de changer des trucs, t'as envie de t'exprimer. Niveau politique de ville, t'as un endroit où chaque citoyen peut s'exprimer, ça vaut tout l'or du monde. Les gens ils kiffent ça, ils kiffent le graphe, ils kiffent le street art, ils kiffent qu'il y ait des gens qui décorent leur rue, tu vois. Et du coup, bah, le fait d'institutionnaliser, ça a permis à ces gens-là de nous rencontrer, de venir nous voir, qui posent les questions et puis que nous aussi on se rende compte qu'on avait un vrai soutien. Le fait qu'il y ait des gens qui se battent, qui soient prêts à payer 7 € pour voir tes graphes, tu vois, comme ça. Putain, on pourrait le prendre dans l'autre sens en disant putain, mais merde, c'est cool, non? Tu vois, le mec il paye 7 balles pour venir voir un truc qu'il peut voir gratuitement en plus. Normalement, il y a des gens, ce que tu fais, ça intéresse des gens quelque part. Tu voulais t'exprimer, d'un seul coup, bah t'as un public, mon gars, vas-y. La première visite pour individuelle, c'est-à-dire où les gens viennent acheter un billet et non pas pour des groupes constitués, elle a été réalisée pour clôturer la première biennale d'art urbain, Teenage Kicks, qui a eu lieu en 2013. C'est étonnant parce que c'est une des visites sur lesquelles l'amplitude d'âge est très importante. Elle touche des personnes qui ont la soixantaine, comme des gens qui ont 20 ans, voire des enfants. À travers le street art, c'est toujours essayer de faire une médiation sur la ville, c'est apprendre aux gens à regarder, de la même manière qu'on leur apprend à regarder une maison à pans de bois, et à essayer de décoder avec eux ce que l'on voit, à quelle pratique ça répond, à quelle technique ça répond, et au final, comment est-ce que ça dialogue avec les murs, avec l'architecture que nous, on leur explique depuis déjà pratiquement 30 ans, je crois, depuis 1986 à Rennes. Et puis ce qui est souvent intéressant, c'est qu'ils vont aller dans une autre ville et ils vont chercher ce qu'ils auront vu à Rennes. Et s'ils font ça, on a gagné notre médiation en fait. Il a fallu qu'on justifie notre position déjà, en tout cas notre démarche. Quelqu'un comme Dance par exemple nous a écrit en disant mais je comprends pas pourquoi vous faites payer des visites, pourquoi vous faites payer des gens pour faire des visites sur notre travail.
Donc on a essayé d'exprimer notre rôle de médiation. L'idée n'est pas de prendre un parti plutôt qu'un autre, mais d'essayer d'être le plus large possible dans les exemples montrés, dans les techniques montrées. Entre 2012 et 2017, il y a eu une évolution. Il y a des événements sur Rennes comme l'Odyssée urbaine qui sont nés, qui n'existaient pas avant, qui est quand même un état des lieux des pratiques urbaines à Rennes. Donc c'est bien précis, quoi. Ça définit ce que ça définit. La façon dont les institutions, dont les événements s'approprient le street art. Les gens sont de plus en plus demandeurs. C'est-à-dire qu'au départ, on a fait une visite, puis on a dû en faire une autre peut-être 6 mois après. Et là, on est rendu à minima une par mois. À partir du moment où finalement c'est déstabilisant, où ça nous impose, c'est pas que ça nous impose, mais où ça provoque un arrêt, un étonnement, et peut-être une désapprobation ou une approbation, mais en tout cas où ça nous permet de regarder la ville autrement, je trouve que c'est gagné, c'est réussi, et tant mieux. Oui.